Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les enjeux et opportunités d'une transition aux IFRS. Je me présente, Aurélie Souchon, je suis associée dans notre département Global Assurance, normes comptables et reporting, spécialisée dans les transitions aux IFRS. Le sujet du jour, puisque vous savez que les IFRS sont de plus en plus demandés dans le cadre de levée de fonds, de levée de financement, et puis plus généralement dans le cadre de développement de relations commerciales internationales, pour des raisons évidentes de comparabilité entre sociétés. Et en même temps, la décision de passer aux IFRS n'est pas anodine, puisque cela requiert des ressources, des coûts qui peuvent être non négligeables. Et donc, il est important de bien savoir peser le pour et le contre, et en tout cas bien anticiper les enjeux de mise en œuvre et les impacts financiers. Et donc, l'objectif de ce webinaire est de vous aider à appréhender ces enjeux, vous aider dans vos réflexions dans le cadre d'un éventuel passage aux IFRS. Et donc, pour cela, je serai accompagnée aujourd'hui de Robin Lapousse, senior manager au sein de notre département, qui travaille également au quotidien sur des projets de transition aux IFRS. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Otax, directrice administrative et financière du groupe Arverne, qui nous fera un retour d'expérience sur son passage aux IFRS dans le cadre du projet d'introduction en bourse du groupe en 2023. Et donc, la présentation se structurera en 3 parties. Une première partie sur pourquoi passer aux IFRS, à quel moment. Deuxième partie sur quelles sont donc les grandes étapes, comment s'y préparer, comment s'organiser dans ce type de projet. Et enfin, quels sont les principaux impacts financiers que l'on peut avoir en général. Et puis, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions et commentaires via le chat. Alors, si on commence par le pourquoi passer aux IFRS. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les écarts entre les IFRS et les règles françaises se sont creusés ces dernières années. Tout d'abord avec de grandes nouvelles normes en IFRS sur le chiffre d'affaires, sur les locations, sur les instruments financiers. Encore dernièrement sur la capitalisation des coûts liés au logiciel, avec aussi son pendant, le nouveau règlement de l'ANC en règle française, qui ne converge pas du tout avec les IFRS, au contraire, qui agrandit les écarts. Il y a eu aussi le nouveau règlement sur les comptes consolidés, il n'y a pas longtemps, en règle française, qui n'a pas arrangé les choses. Et puis actuellement, il y a un projet de nouveau règlement de l'ANC sur le chiffre d'affaires qui va permettre de se rapprocher un peu des IFRS et en même temps, d'importantes divergences vont rester. Ce qui fait que un EBITDA en IFRS peut être très différent d'un EBITDA en règle française. Alors parfois, ça va dans le bon sens, notamment par exemple grâce à la norme sur les contrats de location. Malheureusement, parfois, ça va dans l'autre sens. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de bien sous-peser en tout cas anticiper ces différents impacts. Sachant que, bien évidemment, donc, les IFRS permettent donc, plus de comparabilité entre sociétés, notamment entre sociétés de même secteur. C'est aussi pour ça que, du coup, cela facilite la comparaison aussi entre sociétés, entre donneurs d'ordre, entre clients, fournisseurs, etc.
Également, les IFRS permettent donc de faciliter les levées de fonds. Alors, on voit que en fait, les fonds et les banques ne requièrent pas forcément systématiquement les IFRS. On va dire que ça dépend voilà, des profils de fonds de banque. Les fonds et investisseurs à l'étranger vont être beaucoup plus enclins à demander des IFRS et en même temps, pas que. Par ailleurs, bien évidemment, dans le cas d'une introduction en bourse, c'est là où les IFRS vont être requis lorsqu'il s'agit d'une introduction en bourse sur Euronext. En revanche, c'est facultatif sur Euronext Growth et en même temps, on voit que, eh bien, même là, alors même que ce n'est pas imposé, eh bien, beaucoup de sociétés font tout de même le choix d'appliquer les IFRS. Et puis, au-delà de ça, pour un certain nombre d'investisseurs, les IFRS sont un gage de qualité. Notamment pour les groupes qui ont des opérations à l'étranger, les IFRS peuvent faciliter la préparation de comptes consolidés fiables, sachant que voilà, les IFRS sont connus de tous à l'international, contrairement aux règles françaises. Voilà un peu donc tous les éléments qui peuvent faciliter, enfin, être pris en compte dans la décision. Alors, souvent, on me demande quand passer aux IFRS. On va dire que c'est extrêmement variable d'une société à l'autre. C'est vrai que il s'agit surtout de start-up ou d'ETI avec une certaine maturité, avec des enjeux de levée de fonds. Sur les startups, on est plus sur souvent des séries C, des séries D, mais pas que. Donc, c'est vraiment, on va dire, du cas par cas. Et puis, cela aussi peut dépendre voilà, de l'ampleur des travaux à mener pour passer aux IFRS et qui peuvent être très variables d'une entreprise à l'autre. Alors, justement, à ce sujet-là, Emeline, peux-tu nous dire pourquoi le groupe Arverne est passé aux IFRS et dans quelles circonstances? Déjà, Aurélie, je te remercie de m'avoir invité, de donner cette opportunité de témoigner sur le passage aux IFRS d'Arverne, dans le cadre de la croissance du groupe. Je vais me permettre une petite rétrospective sur Arverne Group, sur qui nous sommes, pour aussi comprendre pourquoi est-ce que nous avons dû passer aux IFRS. Donc, nous sommes un acteur industriel qui développe le potentiel des géoressources dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons aujourd'hui 5 filiales qui nous permettent d'intervenir sur toute la chaîne de valeur de la géothermie, depuis le forage, en passant par la production de chaleur géothermale et jusqu'à l'extraction de lithium géothermal. Et puis, nous sommes aujourd'hui presque 200 employés sur 5 sites en France. Et j'aurais dû commencer par là. Nous sommes en 2018, un groupe assez récent. Nous sommes nés à Pau, où est toujours notre siège social. Rapidement, pour vous dire également qu'on est une entreprise à mission, c'était quelque chose d'extrêmement important pour notre dirigeant Pierre Brossolet de s'assurer dans la croissance d'Arverne que tous les objectifs qui soient fixés pour le groupe soient mis en cohérence avec une raison d'être, qui est de libérer le potentiel des géoressources dans le cadre de la transition énergétique, une transition énergétique qu'on veut pragmatique pour servir la prospérité des territoires et la souveraineté énergétique en France. Donc, nous sommes une entreprise assez jeune et finalement, nous sommes passés aux IFRS assez rapidement par rapport à notre âge et par rapport à notre taille. Donc, nous sommes nés en 2018. Nous avons grandi à la fois par croissance externe. Nous avons acquis en 2020 une filiale du groupe Vinci, une filiale de forage. Plus récemment, en 2023, nous avons acquis un groupe qui s'appelle aujourd'hui Degré et qui est spécialisé dans la production de chaleur géothermale.
mais nous avons aussi grandi par croissance interne. Nous avons créé en 2020 Lithium de France, qui est basé en Alsace, pour l'extraction de lithium géothermal. Et puis, nous avons créé avec des partenaires des sociétés comme Drillit, qui fait du forage de minime importance. Et puis, plus récemment, nous avons créé une société qui s'appelle Drill Deep et qui fait du forage de grande profondeur. Donc, nous avons eu bon nombre d'opérations en un minimum de temps. Et puis, une opération majeure en septembre 2023. Nous avons donc été introduits sur Euronext Paris dans le cadre des SPACing, puisque nous nous sommes donc rapprochés du SPAC Transition. Donc, c'était une petite complexité supplémentaire dans notre parcours d'introduction en bourse et de passage aux IFRS, parce qu'il y a eu quelques impacts également. Donc, pourquoi passer aux IFRS? Pour Arverne, c'était une obligation, hein, d'abord, dans le cadre de notre IPO et de l'introduction en bourse sur Next Paris. Mais je pense qu'on a su aussi en tirer des opportunités et se dire que ce n'était pas juste une contrainte subie, mais une force et des outils dont on allait pouvoir, sur lesquels on allait pouvoir capitaliser et dont on allait pouvoir se servir. D'une part, parce que ça nous a fait grandir extrêmement rapidement en interne sur notre capacité à consolider des comptes de, vous l'avez vu, plusieurs filiales qui ont des opérations très différentes et donc d'harmoniser finalement les normes comptables déjà en interne pour présenter des comptes qui soient consolidés, lisibles, avoir une communication financière qui soit alignée avec les standards du marché, avec nos pairs exactement, pour pouvoir les comparer, comme tu le disais très justement Aurélie. Et donc finalement, je pense qu'au-delà de l'obligation réglementaire dans le cadre de notre IPO, c'est aujourd'hui un outil qui nous est très utile dans le cadre de notre communication financière et puis dans le cadre de, plus largement de notre trajectoire pour être comparable avec nos pairs et puis pour continuer à grandir dans le marché de l'énergie. Et puis juste, oui, un point pour dire que c'est quand même une approche qui est un peu plus financière que comptable, de mon point de vue, par rapport au French Gap, avec cette valorisation à la juste valeur qui permet réellement d'approcher toute la valeur économique d'un projet au-delà de purs chiffres comptables qu'on retrouve dans notre French Gap. Merci, Émile. C'est intéressant parce qu'en effet, voilà, au-delà du pur exercice comptable, finalement, c'est aussi une opportunité, c'était pour vous, et je peux le voir aussi régulièrement pour d'autres groupes, d'en tirer aussi d'autres bénéfices en termes d'homogénéité et en termes de pilotage, de reporting. Et c'est aussi du coup important à ce moment-là, au moment du passage aux IFRS aussi, de bien penser tout ce qui est communication financière, comment le management veut communiquer et du coup, comment structurer son PNL, etc. Pour revenir. Alors, si on passe maintenant aux grandes étapes de ce type de projet et comment s'y préparer, comment s'organiser, bien, vous pouvez voir qu'habituellement, on structure ces projets en 4 étapes. La première étape, on réalise un diagnostic flash, souvent lorsque l'entité hésite encore à passer aux IFRS. L'idée, c'est de assez rapidement, regardant les comptes via des entretiens, d'identifier les grands enjeux, les grands impacts potentiels. Ensuite, si donc il est décidé de passer aux IFRS, à ce moment-là, on va compléter le diagnostic, les analyses comptables, et puis on va passer à la phase de chiffrage des impacts. Et puis, ensuite, ou en parallèle d'ailleurs, va se poser la question de l'éventuelle adaptation des systèmes d'information, des process, phase qui va être très variable d'une entité à l'autre. Parfois, on va avoir pas grand-chose à faire et puis dans d'autres cas, ça va être peut-être voilà, un plus grand chantier. On va y revenir. Et puis enfin, ça va être la phase de préparation des états financiers, donc le maquettage du format des états financiers, des annexes, avec bien évidemment la comptabilisation des retraitements et voilà. Et aussi toujours bien penser à tout ce qui est confit aussi à ce moment-là. Voilà comment on structure grosso modo ce type de projet. Alors,
quand le groupe, la société est sûr de vouloir passer aux IFRS, parfois, du coup, on fait d'emblée un diagnostic détaillé et ensuite la phase de chiffrage. Avec aussi, j'allais oublier, une chose importante, c'est que pendant toute cette phase-là, ce qui est important, c'est de bien, voilà, d'avoir un socle de base vraiment fiable, c'est-à-dire de bien ne pas négliger la phase de diagnostic, la phase d'analyse comptable, hein, préalable, parce que lorsqu'on la néglige, en général, en bout de course, ben, on se fait rattraper par la patrouille, par les commissaires aux comptes, par voilà. Donc, bien faire les analyses comptables, bien vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dès le départ. Et c'est comme ça que l'on peut avoir un projet de transition mené sans heurts et voilà, sans problème. Avec aussi avoir en tête l'importance d'avoir une transmission des connaissances, une formation des équipes, voilà, à partir de la phase de diagnostic et par la suite. Alors, au-delà du diagnostic des impacts financiers, il faut aussi anticiper tous les autres impacts à l'échelle du groupe, de la société, notamment au niveau des systèmes et process, et on va y revenir, en termes de ressources, de bien mobiliser une équipe dédiée. Penser, donc je viens de le dire, à tout ce qui est formation. Et puis, au-delà de la comptabilité, donc il y a tout ce qui est reporting interne, reporting externe, la préparation des budgets, des business plans aussi, hein, à, à anticiper, les éventuels tax planning. Et puis, au-delà de ça, au niveau business, plus généralement, bien anticiper les impacts au niveau des relations contractuelles. Par exemple, au niveau des dettes, les covenants, au niveau des management packages. Quand on peut, parfois, on identifie certains impacts négatifs, toujours essayer de voir, ben voilà, est-ce que nos contrats pourraient être aménagés pour les éviter ou pas. Alors ici, on vous a mis un exemple de calendrier. Un calendrier sur 9 mois. Maintenant, honnêtement, voilà, c'est aussi la question qu'on me pose souvent. Combien de temps faut-il prévoir? C'est quand même extrêmement variable d'une société à l'autre. Ça ne va pas du tout dépendre de la taille de la société, mais plus finalement des problématiques comptables que l'on va identifier. Parfois, ça va être simple, rapide, et puis d'autres fois, ça va être beaucoup plus compliqué parce que beaucoup plus de sujets comptables à analyser, des impacts en termes de valo aussi. Donc, tout ce qui est évaluation, bah, forcément, du coup, ça prend du temps. Voilà, donc très variable. On l'a fait sur, par exemple, 6 mois pour une société simple, par exemple une biotech, mais on a pu le faire aussi en plus court. Sur Arverne, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'était plutôt 6. Voilà, et puis en même temps, on a pu avoir des périodes beaucoup plus longues parce que aussi, ça dépend finalement de aussi quel rythme souhaite imposer le management. Voilà. Et dans quelle mesure il est pressé. Plus on est pressé, en général, plus on va vite. Et quoi qu'il arrive, donc, ce qui est très important dans ce type de projet, c'est la gestion de projet, la PMO. Parce que ces projets impliquent de nombreux acteurs. Bien évidemment, il y a les services comptables et financiers en interne, avec éventuellement un cabinet d'expertise comptable lorsque la comptabilité est externalisée. Mais il y a aussi d'autres services qui peuvent être impliqués ou doivent être impliqués, tout ce qui est RH, IT, légal notamment. Ensuite, on vous recommande vivement d'impliquer des experts IFRS.
Alors, bien sûr, on prêche pour notre chapelle, mais comment dire, on est sur souvent quand même des sujets quand même très techniques. Donc, ce qui veut dire que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas négliger la phase de diagnostic, d'analyse comptable. On voit encore trop souvent des sociétés qui vont directement dans la phase de chiffrage, qui se disent, bah, c'est bon, on va retraiter les locations, on va comptabiliser les engagements de retraite, et puis bon, c'est bon. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'analyse détaillée des contrats de clients, il n'y a pas d'analyse détaillée des contrats de dette, etc. Également important de ne pas négliger aussi l'aspect maquettage des états financiers aussi, pour avoir par la suite un bon socle de base. Ensuite, on va avoir aussi dans un certain nombre de cas des problématiques d'évaluation et donc avoir besoin d'avoir recours à des évaluateurs en instruments financiers. Par exemple, quand on a des obligations convertibles, des BSA. Des actuaires pour les engagements de retraite, lorsqu'il y a des acquisitions d'entreprises, des évaluateurs d'entreprises, etc. Et puis enfin, il peut être intéressant de faire appel à des experts capital markets, c'est-à-dire en communication financière, en opération de marché. Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'introduction en bourse, mais en fait pas que. Parce que voilà, même lorsqu'il n'y a pas d'opération, finalement, c'est quand même vraiment l'occasion, encore une fois, de se re-questionner sur les modalités de Comfy, quelles mesures financières, quels indicateurs de performance utiliser, etc. Voilà, et donc tous ces acteurs-là doivent être coordonnés et donc voilà, encore une fois, une PMO qui est clé dans ce type de projet. Alors, on a parlé des systèmes tout à l'heure. Il peut y avoir donc au niveau des systèmes des impacts très variables d'une société à l'autre. Par exemple, si la comptabilité est externalisée, bien évidemment, du coup, les impacts systèmes vont être très limités. Éventuellement, peut-être sur les systèmes ERP, quand on a des problématiques sur le revenu. Mais sinon, voilà, pas de problématique de logiciel de compte consolidé quand on est en externalisation. Et d'ailleurs, en fait, ça va être une question clé aussi, souvent à se poser en fin de phase de diagnostic sur l'opportunité ou non d'externaliser la comptabilité totalement ou partiellement, en fonction des ressources de l'entité, en fonction de la complexité des impacts, des travaux à mener pour réaliser la transition. Quand les comptes consolidés sont effectués en interne et que le groupe a déjà un outil, bon, il faut regarder dans quelle mesure cet outil peut gérer les IFRS. Maintenant, tous les logiciels savent gérer les IFRS, mais de manière, on va dire, plus ou moins efficace. Va falloir regarder notamment dans quelle mesure il a un préparamétrage IFRS qui peut faire gagner du temps. Aussi, dans quelle mesure, quelles sont les capacités de simulation de l'outil. Et puis, aussi, chose très importante, est-ce que le logiciel permet une piste d'audit fiable, notamment au niveau de tout ce qui est retraitement IFRS. Voilà au niveau logiciel de consolidation. Et sachant que quand, bien sûr, donc la société prépare pour la première fois des comptes consolidés, se pose aussi donc la question du choix donc, de l'outil. Et à ce niveau-là, bon, on voit qu'il y a pas mal d'éditeurs hein, sur le marché avec du coup des éditeurs qui sont plus positionnés, peut-être plus adaptés pour des grands comptes et d'autres pour des ETI. Donc c'est là aussi, donc voilà, il faut aussi bien peser
les avantages, inconvénients de chaque solution, qui sont variables d'un éditeur à l'autre, avec des coûts aussi hein, variables. À ce moment-là, ce sera aussi important au-delà de la comptabilité, aussi de voir quels sont les besoins du management en termes de gestion. Et puis, éventuellement aussi de disclosure management. Enfin, au niveau des locations, on va le voir avec Robin. En IFRS, donc les locations, toutes les locations doivent être traitées. Et donc, à partir du moment où le groupe a de nombreux contrats à retraiter, se pose la question du choix du logiciel pour calculer les retraitements IFRS liés aux locations. À ce niveau-là, on a aussi pas mal d'éditeurs sur la place, avec pareil, voilà, des outils qui sont plus ou moins adaptés en fonction voilà, euh, de la typologie de la société, de la complexité aussi des retraitements. On va avoir des solutions peut-être moins onéreuses, mais qui ne savent pas gérer les complexités. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que voilà, tous les groupes là, qui appliquent actuellement les IFRS ont dû faire des choix il y a quelques années au moment de l'application de la norme actuelle sur les locations. Et on fait donc certains choix et aujourd'hui commence un peu à se re-questionner sur ces choix. Parce que maintenant, on a beaucoup plus de recul sur justement les avantages, inconvénients de chaque outil. Voilà ce que je voulais dire au niveau des outils. Alors, maintenant, Emeline, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment s'est passée toi, ta transition et du coup, voilà, quels seraient éventuellement les conseils que tu pourrais donner à voilà, des sociétés là, qui envisagent de passer aux IFRS? Alors, tu as partagé un planning, Aurélie, et je suis ravie de voir que pour d'autres sociétés, ça on bénéficie de plus de temps. Ce n'était pas exactement le cas pour Arverne. On a eu un planning extrêmement contraint. On a, du fait du despacking et de la logique de despacking, on s'est vraiment officiellement rapproché du SPAC Transition en février 2023. Donc, c'est posé l'objectif de passer aux IFRS dans ce cadre-là. Pour une IPO qui a été réalisée en septembre 2023 et un prospectus qui a été déposé à l'AMF en juillet. Donc, pour nous, ça a été plutôt 5-6 mois pour cette découverte, puisque c'était une découverte au niveau d'Arverne, pour le passage aux IFRS. Et tout ça, en plus, dans une année qui était extrêmement intense en termes d'opérations. Historiquement, on avait réalisé beaucoup d'opérations, mais en 2023, on en a quand même réalisé beaucoup également. Donc, tout ça a dû être mené de front. Donc, voilà, c'est un planning extrêmement contraint. Nous avons dû effectivement consolider 3 années plus un bilan d'ouverture rétrospectivement. Donc, avec tout ce que tu as souligné sur la nécessité d'analyser les contrats, les opérations, les pactes d'actionnaires, pactes aussi, donc toutes les contraintes qui peuvent, à la lecture des IFRS, apparaître que nous absolument pas dans notre périmètre jusque-là. Donc, effectivement, on a démarré avec un diagnostic qui a été d'une grande valeur parce que finalement, dans toutes les étapes du passage aux IFRS, on s'est re-référé systématiquement à ce diagnostic qui avait été réalisé par KPMG initialement. On s'est reposé les questions, on l'a vu dans le diagnostic, et donc systématiquement, on repartait dans le diagnostic. Donc, le fait d'y avoir consacré du temps, d'y avoir investi du temps pour vos équipes aussi, et Robin le sait, ça a été d'une grande valeur pour nous, ça nous a beaucoup aidé dans ce passage aux IFRS, sachant que le diagnostic a donc été réalisé sur 3 années, donc c'était quand même assez conséquent. Et puis nous avons fait la consolidation. Alors j'ai eu du mal à le mettre sur une timeline parce qu'en fait, tout ça a été réalisé en même temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a démarré la consolidation, en parallèle, la plaquette a démarré, l'équipe d'audit était en parallèle. Du fait du timing extrêmement contraint, nous n'avons pas fait en séquençage, mais finalement, voilà, les choses ont été faites quand même beaucoup en parallèle pour être capable de délivrer un prospectus de février. Et puis, on a eu une petite complexité qui s'est ajoutée du fait du despacking, puisqu'on a dû produire des comptes pro forma
post-fusion. Donc là aussi, c'était une découverte. Et puis, qui devait être également intégrée au prospectus. Donc en plus d'avoir ce challenge-là de passer 3 années rétrospectivement en IFRS, il y avait également ce challenge-là de proforma post-fusion, avec cette difficulté qui finalement, comme étant un outil assez atypique, le despacking, voilà, on manque aussi de connaissances de façon un peu globale au niveau des conseils, etc., sur la façon de traiter les choses correctement. Donc, on a eu des discussions assez animées sur ces sujets-là. Et très honnêtement, voilà, le seul conseil que je peux donner venant d'où je viens et d'une société qui, encore une fois, était extrêmement jeune au moment où on est passé aux IFRS, c'est de bien s'entourer. Très honnêtement, en interne, au niveau d'Arverne, une partie de la comptabilité était externalisée, les équipes financières étaient très peu staffées. C'est les personnes qui étaient là qui sont des personnes de valeur, mais c'était une équipe à structurer. Donc, en même temps qu'on est passé aux IFRS, on a structuré les équipes. Tu parlais de support, légal, IT, etc. Tout ça, c'était des fonctions qui étaient externalisées aussi au sein d'Arverne. Si nous n'avions pas eu de partenaires de qualité sur tous ces sujets-là, je pense qu'on ne serait pas arrivé. Donc, puisque les ressources en interne n'existaient pas. Donc, nous nous sommes entourés de conseils. La partie consolidation IFRS a été externalisée. De toute façon, pas humainement envisageable de le réaliser en interne par des personnes qui sont aussi de grande valeur. Nous avons fait appel à des experts en valorisation, comme tu le soulignais, c'est des sujets extrêmement importants. Et puis, on verra après qu'ils ont des gros impacts aussi dans nos comptes. Et puis, des avocats. Et puis, à chaque fois, on essayait de sélectionner des personnes qui avaient aussi vécu des despacking avant et qui donc pouvaient nous faire bénéficier de leur expérience sur le sujet. Et puis, les équipes d'audit qui nous ont accompagnés, KPMG en premier lieu, puisque c'était le CAC historique d'Arverne et qui donc connaissait Arverne depuis sa création et depuis sa naissance, d'avoir cet historique-là dans l'analyse des contrats, etc., où nous, des fois, même Société Arverne, on pouvait avoir des angles morts, n'ayant jamais imaginé les impacts IFRS que tel ou tel contrat pouvait avoir. Ça nous a aussi beaucoup éclairé. Et puis, tout l'écosystème d'un KPMG, à la fois en interne avec les experts IFRS que vous êtes, les experts en évaluation financière, le DPP Capital Market, et puis aussi tout un écosystème en externe, peut-être capable de nous dire c'est tel cabinet qu'il faut que vous alliez voir sur ce sujet, c'est tel partenaire qui peut vous aider, etc. Tout cet univers et cet écosystème que nous ne connaissions pas, qui a été aussi d'une grande valeur. Et puis Deloitte en COCAC, qui lui est arrivé par le SPAC Transition et qui donc connaissait Transition de façon historique aussi. Donc voilà, un côté Arverne, un côté Transition, avec aussi une expérience sur la partie des SPACing, voilà, fusion inversée, etc., toutes ces joyeusetés, et qui donc, voilà, eux déroulaient en tout cas, ils connaissaient le sujet. Donc, c'est un peu le seul conseil que je peux donner, étant donné l'opération un peu atypique pour nous, c'est de bien s'entourer et puis finalement d'avoir aussi des contraintes de timing, en termes de timing, de se dire on est dans une deadline qui est fixe de toute façon, donc il va falloir qu'on y arrive. Bon, et ben, oui, on y arrive. On n'a pas le choix, donc on le fait. Et de ne pas minimiser les moyens qu'on y met. Parce que dans bien s'entourer, évidemment, tout ça, ce sont des coûts, ça représente des coûts. Mais finalement, de toute façon, c'est de la valeur au bout de la chaîne. Donc, il faut pas, c'est pas le moment de compter en se disant non, ça va me coûter trop cher, etc. En tout cas, nous, dans la situation dans laquelle nous étions, on ne s'est pas posé ce genre de questions. On s'est dit, il faut bien s'entourer, il faut avoir des acteurs de qualité autour de nous pour aborder ce sujet-là qu'en interne, nous ne maîtrisons pas. Et puis donc, allons-y. Voilà. Sans nous entraîner. Et avec, du coup, il y a un bon socle de base. Et c'est vrai que bon, ça a été un timing très, très serré. Hein, et donc, et en même temps, bah, du coup, voilà. Et donc, finalement, dans ces circonstances-là, finalement, tout va très vite et on est très efficace. Et voilà. Mais après, c'est vrai que idéalement, pour les groupes qui le peuvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais l'idée c'est d'arriver à anticiper, voilà, plus pour les équipes, voilà, notamment la direction financière, ce soit plus soft. Voilà, on va dire. Très bien, bah, merci Emeline.
On passe maintenant aux impacts. Quels sont les impacts financiers les plus importants en pratique que l'on rencontre? Je te laisse Marc et Robin. Merci Aurélie. Pour commencer sur ces impacts financiers, je vous propose d'attaquer par la structure de vos premiers états financiers. Donc, l'état financier, le bilan, le compte de résultat et les autres éléments du résultat global, les tableaux de variation des capitaux propres, les tableaux de variation des flux de trésorerie, en plus des notes annexes. Donc, vos premiers états financiers IFRS, ils incluront au minimum 2 périodes. 2 périodes, ça veut dire 3 bilans si on inclut le bilan d'ouverture à la date de transition. En ce qui concerne les IPO sur Euronext, si c'est ce que vous envisagez dans le cadre de votre transition, dans ce cas-là, ce sera 3 périodes à présenter, donc 4 bilans. Ensuite, le format de ces états financiers, il est relativement souple, on va le voir après. Par contre, ce qu'il faut bien anticiper, c'est que les annexes IFRS sont beaucoup plus volumineuses que les annexes FundGap. Toutefois, la tendance, c'est d'aller vers plus de pertinence et se concentrer sur ce qui est significatif, ce qui est matériel pour les utilisateurs des états financiers, et donc ce qui permet d'adapter dans une certaine mesure ces annexes à votre société. Je vous propose maintenant de passer au compte de résultat. Donc, en IFRS, 2 présentations possibles de ce compte de résultat. Sur la gauche de l'écran, vous voyez une présentation des charges par nature. Donc, c'est-à-dire que les charges sont décomposées par nature de charges, charges de personnel, impôts et taxes, amortissement. C'est cette présentation que vous avez dans les comptes sociaux en French Gap et qu'on retrouve encore très souvent dans les comptes consolidés en French Gap également. Sur la droite de l'écran, vous avez une présentation des charges par fonction, donc typique des pays anglo-saxons. Là, les charges sont présentées donc, par destination, donc les frais de commercialisation, distribution, les frais de recherche et développement, et puis les autres charges administratives, les SG&A. En ce qui concerne le résultat opérationnel, c'est une notion qui n'existe pas en IFRS, le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel n'existe pas en IFRS. Toutefois, on peut contourner cela en présentant dans le compte de résultat des sous-totaux de produits opérationnels non courants et de charges opérationnelles non courantes. Toutefois, l'utilisation de ces sous-totaux est encadrée, surveillée par l'AMF et l'ANC, qui préconisent de n'y inclure que des éléments qui sont inhabituels, non récurrents et significatifs. Enfin, ce qu'on peut noter en bas du compte de résultat, c'est qu'on sépare les activités abandonnées, c'est-à-dire les activités significatives de l'entité qui ont été cédées sur l'exercice ou qui sont en cours de cession. Ensuite, la notion de résultat global. Donc, en IFRS, et c'est une différence majeure avec les French Gap, ce qu'on appelle le résultat global se décompose entre le P&L, qu'on vient de voir, et les autres éléments du résultat global. Donc, Other Comprehensive Income, ou le fameux acronyme OCI. Ces autres éléments du résultat global, on y inclut des variations d'éléments du bilan dont on considère qu'elles sont trop volatiles pour être inclus dans le compte de résultat. Donc, ça permet de limiter la variabilité du compte de résultat, ce qui peut être intéressant. Donc, ces éléments-là, on va, entre guillemets, les stocker directement dans les capitaux propres en le faisant circuler via cet état des OCI. Ensuite, une fois dans les capitaux propres, ces éléments pourront être soit plus tard réintégrés dans le résultat, on dit recyclables par résultat, ou resteront définitivement dans les capitaux propres. Les éléments qu'on peut inclure dans les OCI, ils sont limités. Il y a une liste limitative, ce n'est pas à l'appréciation de l'entité. On va regarder donc les principaux éléments qui composent ces OCI. Donc, dans les éléments qui ne seront jamais
transférés en résultat, vous avez par exemple les écarts actuariels, liés par exemple à la réévaluation de la provision pour indemnité de retraite, on verra plus tard. Et dans les éléments que vous allez pouvoir reclasser ultérieurement en résultat, on voit par exemple les écarts de conversion liés aux activités à l'étranger. Ensuite, beaucoup d'éléments dans ces OCI concernent des instruments financiers dans les deux catégories. Au niveau du bilan, on a quand même une certaine flexibilité au niveau du bilan pour la présentation des agrégats. Ce qu'il faut noter comme différence majeure avec les French Gap, c'est que les éléments de passif et d'actif sont divisés entre la part courante et la part non courante. Donc un même agrégat va se retrouver à la fois dans la part courante et non courante, qui correspond généralement à plus ou moins 12 mois. Également, on peut voir également les actifs détenus en vue de la vente et les passifs qui sont directement liés au groupe d'actifs détenus en vue de la vente. Donc ici, ce sont les groupes d'actifs et de passifs qui sont en cours de cession ou de la cession est jugée hautement probable dans les 12 mois. Le but étant de présenter uniquement les actifs qui seront conservés durablement par la société. On propose maintenant un petit point de focus sur la norme IFRS 18. Donc, c'est une norme qui n'a pas encore été publiée, qui a été publiée, mais qui n'est pas encore applicable. Elle sera applicable uniquement à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2027, avec l'exercice comparatif 2026. Cette norme, elle porte sur la présentation des états financiers. Il y a deux principales dispositions de cette norme sur laquelle on va revenir. D'abord, le compte de résultat est plus structuré. Il y aura désormais 3 sections du compte de résultat, opérationnel, investissement et financier, comme dans un tableau de trésorerie. Vous aurez également de nouveaux sous-totaux dans ce compte de résultat, dont le résultat opérationnel, qui sera donc maintenant défini par les IFRS. Et également, la classification des produits et des charges, elle sera déterminée en fonction de l'activité, la principale activité opérationnelle de votre entité. Deuxième élément majeur, il y a des indicateurs de performance définis par la direction, le management, donc Management Performance Measures, qui sont désormais à présenter dans les notes annexes, et si on souhaite en présenter, et qui devront donc par conséquent être soumises aux obligations d'audit et réconciliées avec les éléments du PNL les plus proches. Ici, je vous propose de faire un focus sur le compte de résultat à la lumière de cette norme. Donc, vous voyez dans le compte de résultat les 3 catégories opération, investissement et financement. À noter que dans la part investissement, on va devoir inclure les produits et charges liés aux trésoreries et équivalents de trésorerie et les produits et charges issus des entreprises mises en équivalence. Donc, à noter que ce sera plus possible de mettre les produits liés à la trésorerie et équivalents de trésorerie et les charges financières au sein du même agrégat. Ici, on voit que les charges sont présentées par fonction, mais qu'on a la perte de valeur sur le goodwill, qui est une nature. Donc, il restera possible d'adopter une présentation mixte sous condition. Et enfin, les concepts non GAAP comme les MPM ne sont pas affichés à la face du compte de résultat, mais pourront l'être dans les notes annexes. Penchons-nous maintenant sur la norme IFRS 8, l'information sectorielle. Donc, en plus de ces éléments-là, dans les notes annexes, il faut présenter, en application de cette norme, certains éléments par secteur. Donc, une information sectorielle. Je vous envoyer un exemple à l'écran. À savoir que cette norme, elle n'est pas nécessairement applicable à toutes les entités. Les conditions d'application de cette norme, elles sont voisines des conditions d'application des IFRS, c'est-à-dire sociétés cotées sur un marché réglementé ou en voie de l'être, ou si vos titres de créance le sont également. Donc, par conséquent, si vous ne vous lancez pas dans votre conversion dans l'optique d'une introduction en bourse, par exemple, vous ne devrez pas nécessairement appliquer cette norme tout de suite. Il faut vous donner plus de temps pour la mettre en place.
Pour le choix des secteurs opérationnels, des segments opérationnels, il faut adopter le point de vue du management, donc du reporting interne de la société. Et donc là, on peut également y inclure des indicateurs non GAAP, par exemple comme l'EBITDA, tout à fait possible, dans la mesure où ils sont observés et retenus par le management. On vous donne un exemple pour illustrer en dessous, donc de la société Target. Donc ici, le choix est fait de présenter le chiffre d'affaires net, l'EBITDA et le résultat et l'EBIT, et les segments opérationnels qui sont retenus. On a d'abord donc le grand segment revêtement de sol qui est divisé également en segments géographiques. La norme ne prescrit pas de choix particulier entre ces deux-là. Et puis ensuite, une réconciliation avec le PNL de bon. Je pense, Robert, je vois qu'on a une question sur le chat qui est l'EBITDA est-il défini en IFRS? Donc tu es sur ce sujet, peut-être. Bien sûr. Alors, l'EBITDA n'est pas défini en IFRS. C'est ce qu'on va appeler un indicateur alternatif de performance. Donc, parfaite transition. Un indicateur alternatif de performance, c'est quelque chose. Ce sont tous les indicateurs que vous allez pouvoir publier, communiquer au marché à travers votre information réglementée, mais qui ne sont pas définis dans les IFRS. Mais comme vous allez les montrer au marché, ils sont de fait surveillés par l'AMF. C'est ce que vous allez publier dans votre rapport financier annuel, votre rapport financier semestriel, votre prospectus en cas d'opération, vos communiqués de presse, votre rapport de gestion. Donc, ces indicateurs alternatifs de performance, qu'est-ce que c'est par exemple? Donc, l'EBITDA, mais ça peut être également l'endettement financier net ou le résultat opérationnel courant. Pour l'instant, n'est pas encore défini par les IFRS. Donc, ça va vous donner plus de flexibilité sur ce que vous voulez communiquer au marché. Donc voilà, ça peut vous donner une vision plus cash de l'activité, ou encore ça peut donner des éléments qui sont très pertinents, par exemple pour valoriser l'entreprise. En termes de communication financière, c'est clé. Et par conséquent, l'AMF, elle émet des recommandations concernant l'utilisation et la présentation de ces éléments, de ces indicateurs alternatifs de performance. Donc, par exemple, il faut s'assurer de la pertinence, évidemment, de l'indicateur par rapport au secteur, par rapport à vos pairs. Il faut s'assurer qu'il soit suivi dans le temps, donc de ne pas en changer au gré des évolutions, mais qu'il y ait une cohérence entre les exercices pour que le marché puisse apprécier l'évolution. Il faut également que ces indicateurs alternatifs de performance soient réconciliés avec les éléments des états financiers qui, eux, sont normés. Donc, pour illustrer ça, on vous a mis deux exemples dans le support illustratif, donc de sociétés. Ici, Hafner Energy et Exosense, donc, qui ont décidé de présenter l'EBIT et l'EBITDA comme indicateur alternatif de performance, et puis l'EBITDA et l'EBIT pour Exosense. Et vous voyez donc les éléments de recommandation. D'abord, la justification de la pertinence de l'agrégat, sa définition, et là, sa réconciliation. Donc là, c'est le résultat opérationnel qui est réconcilié avec l'EBITDA. Ici, un autre exemple illustratif, avec donc les mêmes IAP, en plus du cash conversion pour la société Exosense. Et à nouveau, un paragraphe de justification de la pertinence, la définition, et puis des commentaires, parce qu'il faut également commenter l'évolution et la composition de ces agrégats. Je vous propose à présent de passer à un autre bloc sur le périmètre en IFRS. En IFRS, le fait de savoir selon quelle méthode on va comptabiliser une entité du groupe dépend du niveau de contrôle que l'on a sur cette entité. Il y a des subtilités en ce qui concerne la définition du contrôle en IFRS par rapport au French GAAP. On va le voir sur ce slide. Tout d'abord, il n'y a pas de révolution sur ce concept-là, mais tout de même quelques différences qu'il convient d'appréhender. Donc, le contrôle en IFRS, c'est la réunion de trois éléments. Tout d'abord, le fait d'avoir le pouvoir sur les activités pertinentes
de l'entité. Donc les activités pertinentes, c'est celles qui auront l'impact le plus significatif sur les rendements de l'entité. Il faut combiner cet élément à l'exposition à la variabilité des rendements. Est-ce que le groupe est exposé à la variabilité des rendements de cette entité? Et enfin, il faut qu'il y ait un lien entre ce pouvoir et les rendements. Autrement dit, qu'on puisse utiliser son pouvoir pour augmenter les rendements pour son propre compte et non pas pour le compte d'un tiers. Pour simplifier en général, pour les sociétés industrielles et commerciales, l'essentiel de l'analyse du contrôle va se concentrer sur le premier point. Quelques différences avec les French Gap, notamment les droits de vote potentiels, qui doivent être pris en compte pour l'analyse en IFRS, notamment les droits de vote potentiels dans des situations de deadlock qu'on peut souvent voir dans les actes d'actionnaires en cas de désaccord entre les associés. Également, la notion de contrôle de fait existe dans les deux référentiels, mais avec quelques subtilités. Ici, un schéma récapitulatif des différences entre les deux gaps et donc des impacts potentiels sur votre groupe si vous décidez de transitionner aux IFRS. De gauche à droite, d'abord, on est dans une situation de contrôle. Ici, pas de différence majeure avec les French Gap. Dès lors qu'on contrôle une société, c'est une filiale et on la consolide. Ça correspond à l'intégration globale en French Gap. Maintenant, dans les situations de contrôle conjoint, il y a par contre des différences. Le premier cas, il n'est pas très courant. C'est ce qu'on appelle une activité conjointe. C'est quand votre partenariat, il n'est pas structuré via une entité distincte. Donc, dans ce cas-là, on va appliquer la comptabilisation ligne à ligne. C'est un cas relativement peu courant. En général, le contrôle conjoint est structuré via une co-entreprise, donc une joint venture. Et c'est peut-être là la différence majeure. Les joint ventures, en IFRS, sont comptabilisées via la méthode de la mise en équivalence. Là où en French Gap, ce sera une intégration proportionnelle. Par exemple, 50% de l'actif, du passif, du résultat. C'est une grosse différence. Donc, si vous avez des entités dans votre groupe et co-entreprises, il faudrait anticiper cet impact-là au moment de transitionner. Ensuite, sur l'influence notable, pas de différence majeure avec les French Gap, on est sur de la mise en équivalence. Et pour ce qui concerne les titres non consolidés, en French Gap, on les comptabilise au coût ou en dépréciation. En IFRS, ça va être à évaluer la juste valeur, dès lors qu'ils sont significatifs, évidemment. Toujours dans le périmètre, sur le thème acquisition d'entreprise. Là aussi, il y a des différences avec les French Gap qu'il convient d'anticiper. Alors, à noter toutefois que dans le cadre de votre projet de transition, vous ne serez pas tenu de retraiter les acquisitions d'entreprises qui seront antérieures à votre date de transition, au bilan d'ouverture. Donc, ça pourra quand même tout de même bien réduire la charge de travail que vous aurez à mener sur ce thème. Donc maintenant, pour les acquisitions qui sont postérieures à la date de transition, je vous propose de reprendre l'équation du goodwill afin de pouvoir voir quelles sont ces différences entre French Gap et IFRS. D'abord, le goodwill global en IFRS, il n'est pas amortissable. Si de l'équation résulte un badwill, il devra être reconnu en résultat immédiatement en IFRS, là où en French Gap, vous avez une option d'étalement. Ensuite, quelle est l'équation du goodwill? On part de la contrepartie transférée, en d'autres termes plus simples, le prix. Cette contrepartie transférée, vous devez y inclure les earn-out, donc les ajustements de prix éventuels, à leur juste valeur. Donc, estimer leur juste valeur future et les inclure d'entrée de jeu dans le prix, là où en French Gap, c'est uniquement lorsqu'ils sont jugés probables. Ensuite, les frais d'acquisition, vous allez devoir les comptabiliser directement en charge, là où en French Gap, ils sont inclus dans le coût d'acquisition. Et puis également exclure de la rémunération, donc exclure du prix, la rémunération des anciens dirigeants. Donc là, plutôt faire attention au type de clause, par exemple, où vous incitez les fondateurs d'une société acquise à rester dans la société en leur attribuant des plans d'action qu'ils vesteront après l'acquisition, sous réserve qu'ils restent dans la société acquise. À ça, on rajoute la quote-part antérieurement détenue, donc à la juste valeur par le compte de résultat et pas en capitaux propres. Donc ça, c'était si vous êtes dans le cas d'une acquisition par étape, uniquement.
Et puis également, vous ajoutez les intérêts minoritaires, donc les non-controlling interest, les NCI, que vous pouvez évaluer à hauteur de la quote-part dans l'actif net acquis comme en French Gap, ou à la juste valeur, ce qui va avoir pour effet de gonfler votre goodwill. Donc c'est un choix en IFRS. Également, point à noter, si vos intérêts minoritaires ont un put option sur leur participation, cela pourra conduire en IFRS à la comptabilisation d'une dette de put, une dette financière à votre bilan, là où en IFRS, c'est un engagement au bilan. Émile nous en parlera tout à l'heure parce que c'était son cas de figure sur Harvard. Et à ça, vous déduisez donc les actifs et les passifs à la juste valeur. À noter que dans ce cadre, dans le cadre d'une acquisition, vous êtes obligé de comptabiliser les passifs éventuels en IFRS, là où ce n'est pas le cas en French Gap. Petit point simplement pour dire que dans des cas de figure d'acquisition par étape, il y a également des différences avec les French Gap qui conviennent d'appeler en fait. Je laisse maintenant, donc après avoir terminé cette partie sur le périmètre, la main à Aurélie sur les différences French Gap IFRS sur le revenu. Problème technique parce que j'ai tout fait tomber. Tout va bien. Sur le revenu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en IFRS, on est sur un modèle du contrôle, du transfert du contrôle d'un bien ou un service à un client. C'est un modèle qui est très différent des règles françaises. Vous avez ici en fait les 5 étapes du modèle en IFRS qu'il faut analyser et qui sont vraiment basées sur la substance des opérations. Et il est important, on va dire, de bien analyser chaque étape. La première étape consiste à identifier si on a bien un contrat au sens de la norme. C'est une étape qui est souvent, on va dire, peu analysée ou trop vite. Mais elle est essentielle parce qu'en IFRS, si on n'a pas de contrat, on n'a pas de chiffre d'affaires. Et ce, même si, par exemple, on a des paiements upfront en début de contrat. Deuxième étape de l'analyse, on va aller identifier au sein du contrat quelles sont les prestations distinctes et qui vont devoir être comptabilisées séparément et donc potentiellement à un rythme différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a des critères quand même très stricts en IFRS pour déterminer si une prestation est distincte des autres ou pas. C'est une étape qui comporte beaucoup de jugements. Et il faut savoir que du coup, bon, par rapport aux règles actuelles françaises, donc on n'a pas vraiment cette notion-là, ou très peu. Il y a, comme vous le savez peut-être, un projet de nouveau règlement de l'ANC qui est dans les tuyaux actuellement, qui est sorti cette année et où la paire avec une période de commentaires là, qui se terminait en octobre, qui se rapproche un peu de ces notions de prestations distinctes via la notion de livrable. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas non plus exclure d'avoir des divergences à ce niveau-là. Troisième étape du modèle, elle consiste à déterminer le prix de transaction au global sur l'ensemble de la durée du contrat. Et à ce niveau-là, on va avoir potentiellement des divergences au niveau de tout ce qui est paiement variable, donc tout ce qui est remise, rabais. Retour aussi de produits. Et au-delà de ça, on peut avoir un certain nombre de problématiques, par exemple sur ce qu'on appelle les composants de financement, c'est-à-dire quand on a un écart important, un délai important entre la date de paiement et la date de comptabilisation du chiffre d'affaires. On va aussi avoir des problématiques quand on réalise des paiements aux clients. En IFRS, du
coup, toutes ces notions-là, on n'a pas, enfin, pas du tout les mêmes dispositions, on n'a pas du tout cette même approche. Ensuite, étape 4, on va aller venir allouer ce prix de transaction global aux différentes prestations distinctes. On va devoir en IFRS allouer le prix sur la base du prix de vente individuel de chaque prestation. Donc, on est là sur une analyse en substance, contrairement donc aux règles françaises, où on est beaucoup plus sur, en tout cas actuellement, sur les prix contractuels. Avec le projet de l'ANSSI, on va éventuellement avoir un rapprochement là aussi, mais toutefois, sans aller toutefois sur une allocation systématique du prix. Et puis, dernière étape, l'étape 5, il va s'agir de déterminer à quelle date ou sur quelle durée le chiffre d'affaires de chaque prestation distincte va devoir être comptabilisé. Donc là, il s'agit de déterminer quelque part quel est le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires, qui est basé en IFRS sur la notion de contrôle. Donc de contrôle du bien et du service, et non pas uniquement comme en règle française sur la notion de transfert des risques et avantages. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en IFRS, pour pouvoir comptabiliser le chiffre d'affaires à l'avancement, donc de considérer qu'il y a un transfert de contrôle en continu sur une certaine durée, eh bien, on va devoir remplir des critères assez stricts. Beaucoup plus stricts qu'en règle française, et ce même si du coup encore une fois avec le projet de règlement, on va un petit peu s'en rapprocher avec la notion de délivrance, c'est-à-dire de transfert de livrables. Mais on n'a pas un alignement total, et notamment le choix de politique comptable qu'on a sur les contrats à long terme en règle française va rester, avec le choix entre une méthode à l'avancement et une méthode à l'achèvement, choix que l'on n'a pas en IFRS. Autre point aussi à avoir en tête sur tout ce qui est mesure à l'avancement, bien souvent en règle française, les groupes appliquent la méthode des jalons, qui généralement n'est pas acceptée, appropriée en IFRS. Et puis, au-delà de ces étapes, on a un point d'intention, une analyse transversale à faire qui correspond à la notion d'agent principal. Autrement dit, quand l'entité est intermédiaire, est-ce qu'il est mandataire ou commissionnaire? Avec un enjeu à la clé de savoir si on comptabilise le chiffre d'affaires en brut ou en net, c'est-à-dire juste à hauteur de la commission de la marge. En IFRS, là encore, on est sur une approche très en substance, alors que en règle française, on est sur une approche très juridico-fiscale. Et puis, enfin, en IFRS aussi, on a un certain nombre de dispositions concernant les coûts de contrat. Les coûts d'abord d'obtention de contrat, donc tout ce qui est par exemple commission versée à des commerciaux ou à des agents, qui vont devoir être capitalisés si un certain nombre de critères sont remplis. Alors qu'en règle française, a priori, on ne peut capitaliser ce type de coût que quand on est dans le cadre de contrats à long terme. Et puis aussi, il y a tout ce qui est la notion de coût de réalisation de contrat, avec des dispositions spécifiques et qui peuvent avoir des impacts, notamment sur tout ce qui est coût de pré-production, coût de préparation, avec donc des impacts à la clé. Voilà pour ce qui est du chiffre d'affaires. Sachant que voilà, d'un secteur à l'autre, d'une entité à l'autre, on peut avoir des impacts très variables, en fait. Et puis parfois donc zéro impact, mais des analyses comptables quand même complexes finalement pour arriver à savoir comment faire l'analyse et comment
faire en sorte de pouvoir conclure et justifier qu'il n'y a pas d'écart avec les règles françaises. On est vraiment sur une analyse au cas par cas qui dépend vraiment du secteur et de la typologie des contrats de l'entreprise. Robin, au niveau des contrats de location, je te laisse la main. Si vous voulez. On va s'intéresser à présent à la norme IFRS 16 sur les contrats de location. C'est là une différence majeure avec les French GAAP dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En IFRS, on doit activer au bilan dans la quasi-totalité des contrats de location, c'est-à-dire comptabiliser une dette de loyer au passif correspondant à la somme des loyers futurs actualisés et en contrepartie, un droit d'utilisation à l'actif amorti sur la durée du contrat. Toutefois, il y a deux exemptions très, très pratiques en IFRS qui vous permettent de ne pas retraiter une quantité colossale de contrats. Vous n'êtes pas obligé de retraiter les contrats qui sont de courte durée, c'est-à-dire inférieurs à 12 mois. Vous n'êtes pas non plus tenu de retraiter les contrats qui portent sur des actifs de faible valeur, c'est-à-dire des actifs inférieurs à 5 000 $. Ça permet, ça en général, de ne pas avoir à retraiter en IFRS tout votre parc, par exemple, d'ordinateurs. En French GAAP, par contre, on doit uniquement activer les crédits baux et assimilés. En ce qui concerne, donc ça c'était pour les contrats de location côté preneur. Maintenant, si vous êtes bailleur et que vous avez un contrat de location à loyer dégressif ou qui augmente dans le temps, il faudra les linéariser sur la durée du bail. Et en IFRS, comme en French GAAP, il existe des différences de comptabilisation selon qu'on soit sur une location financement ou une location simple. Je vous propose d'illustrer les impacts que peuvent avoir pour vous l'application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location. Donc, on regarde d'abord le compte de résultat. En pointillé en jaune, vous voyez l'impact d'un loyer, d'un contrat de location sur votre compte de résultat, c'est-à-dire c'est une charge opérationnelle linéaire dans le temps. En IFRS, ça va créer une dégressivité de la charge, puisque vous aurez d'une part l'amortissement de votre droit d'utilisation qui sera linéaire par nature, mais vous aurez également une charge financière qui sera liée à la désactualisation de votre passif de location, de votre dette locative, qui, elle, aura tendance à être dégressive dans le temps. En ce qui concerne le bilan, vous aurez donc votre actif de location qui sera initialement égal à votre passif de location, à votre dette locative, avec une dette qui diminuera moins vite dans le temps que l'actif, puisque vous aurez en début de contrat davantage d'intérêts financiers et moins de paiement de principal, entre guillemets. Donc, les impacts sur vos agrégats, ça aura un impact extrêmement favorable sur votre EBITDA, tout simplement parce que vous allez transformer des charges qui sont par nature des charges opérationnelles, des charges de loyer, en des amortissements et des intérêts financiers, qui sont des éléments qui sont sous l'EBITDA. Ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Également favorable, pour les mêmes raisons, sur le résultat opérationnel. En revanche, ce sera défavorable sur vos agrégats d'endettement, puisque vous allez ajouter à cette dette les passifs de location, les dettes locatives, qui sont des passifs financiers. Donc, ça aura également un effet défavorable sur l'actif net, la rotation de l'actif. Enfin, en ce qui concerne les agrégats de type couverture des intérêts, résultat net, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de là où vous en êtes dans la durée de vie de vos contrats et des clauses contractuelles. Donc, IFRS 16, c'est une norme en général qui requiert un certain travail, qui peut faire peur, puisqu'il y a toute une phase de collecte des données, il y a toute une phase de retraitement des contrats, de suivi dans le temps. C'est pour ça que c'est important de bien anticiper cette étape, notamment de bien identifier tous les contrats et potentiellement, si nécessaire, si c'est pertinent, s'il y a un grand nombre de contrats, de se doter d'un outil, comme vous l'expliquait Aurélie au début, en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vous, en fonction de votre population de contrats et de vos ambitions à long terme en termes de communication financière. Autre élément,
c'est que ça peut aussi être perçu comme une opportunité pour la direction de revoir son processus de gestion des contrats. Parce qu'on se rend compte lors des transitions que c'est souvent un processus dans les groupes qui est très décentralisé au niveau des directions opérationnelles locales et que la direction du groupe a souvent peu de visibilité initialement sur ce sujet. Parlons maintenant des tests de dépréciation. Il y a là aussi quelques différences avec les French Gap que l'on va voir ensemble en regardant les grandes étapes de ce processus. Donc, tout d'abord, quand est-ce qu'il faut effectuer un test de dépréciation? En IFRS, ce test de dépréciation est obligatoire tous les ans pour le goodwill ainsi que tous les actifs incorporels non amortis. Donc, ça peut vous amener à faire davantage de tests, par exemple, par rapport au French Gap, où c'est uniquement le goodwill qui doit être testé annuellement. Ou évidemment, en cas d'indice de perte de valeur. Pour tout le reste des actifs de la société, ce sera uniquement en cas d'indice de perte de valeur. À quel niveau effectuer ces tests? Quels sont les groupes d'actifs à retenir pour effectuer les tests? Donc, pour les immobilisations, il faut retenir l'approche des unités génératrices de trésorerie, c'est-à-dire les plus petits groupes d'actifs qui génèrent des entrées de cash largement indépendantes des autres. En fait, c'est généralement l'approche qui est aussi retenue en French Gap, mais on va dire qu'il y a moins de flexibilité en IFRS de ce point de vue-là. Par contre, le goodwill, lui, il sera alloué à une ou plusieurs UGT selon les synergies qui sont identifiées par le management. En ce qui concerne l'équation du test de dépréciation, donc on va comparer la valeur nette comptable des actifs testés avec leur valeur recouvrable. Leur valeur recouvrable, ça va être la valeur actualisée des flux de trésorerie. Donc, en fait, une méthode DCF, si on retient une approche par valeur d'utilité, où en fait, ça doit être le montant le plus élevé entre les deux, ou alors la juste valeur à laquelle on va déduire les coûts de sortie. Donc là encore, c'est la même logique qu'en French Gap, mais dans l'application concrète, il y a quelques subtilités, quelques différences et globalement un peu moins de flexibilité. Sur le sujet instruments financiers, c'est un sujet très vaste qui peut être complexe, mais qui peut aussi n'avoir quasiment aucun impact pour vous. Donc, bien analyser sujet par sujet, voir dans cette slide ce qui vous impacte et ce qui ne vous concerne absolument pas, potentiellement. Donc, d'abord, il y a un sujet de classement entre dette et capitaux propres en IFRS. Savoir si un instrument est un instrument de dette ou un instrument de capitaux propres. Ça va vous amener à mener des analyses sur vos actions de préférence ou vos obligations convertibles. L'idée étant de dire, est-ce que les actions de préférence devront être comptabilisées en IFRS comme une dette financière, là où elles n'ont pas d'impact dans le bilan, en fait, puisque ce sont des instruments de capitaux propres. Sur les obligations convertibles, selon la nature contractuelle de la clause de conversion en action, on peut avoir un passif financier dérivé, en plus de la dette, au bilan. Il faudra évaluer à la juste valeur. Donc, ces éléments-là vont à la fois appliquer une analyse comptable à mener en amont lors de la phase de diagnostic, mais peuvent également ensuite mener à des travaux d'évaluation récurrents afin de réévaluer la juste valeur de certains passifs financiers à chaque clôture. Point d'attention également sur tout ce qui est programme de cession de créances, notamment le factoring, notamment si vous les considérez déconsolidants au bilan, pour les créances cédées. Il faut savoir que les critères de déconsolidation des créances cédées en IFRS sont beaucoup plus stricts qu'en French Gap, et donc il convient de bien anticiper le sujet et de mener une analyse comptable précise en amont afin de pouvoir conclure sur ce point. En ce qui concerne la couverture, donc pour couvrir des risques de taux d'intérêt ou de taux de change, c'est également possible en IFRS, mais avec là aussi des règles un peu plus strictes. Et c'est obligatoire également cette possibilité d'appliquer versus une obligation, enfin, selon le cas de figure. En ce qui concerne vos équivalents de trésorerie, être vigilant sur certains types de placements, par exemple des dépôts à terme, selon leur durée, selon leur nature, qui pourraient être classés en actifs financiers plutôt que dans le cash. Donc, point d'attention.
Et on peut également finir sur, par exemple, la dépréciation des créances. Donc, c'est un modèle de perte attendue en IFRS, un peu un modèle statistique et d'estimation des pertes attendues futures, là où en French Gap, on est sur un modèle de perte avérée. Ce sujet-là, ça illustre ce que je disais en guise d'introduction sur ce slide, peut n'avoir aucun impact sur vos comptes si vous jugez que la différence entre les deux approches n'est pas significative. Enfin, quelques sujets. Il y a les avantages du personnel. Donc ici, pas de révolution, hein. À noter que toutefois, concernant les passifs liés aux engagements de retraite, leur provision est obligatoire en IFRS, là où c'est uniquement une méthode de référence en French Gap. Deuxième élément, la variation de cette provision, de ce passif lié à ces engagements post-emploi, une partie de cette variation pourra être comptabilisée via les OCI, la partie qui correspond aux écarts actuariels. En ce qui concerne les autres avantages à long terme, de type médaille du travail ou bonus à long terme, ils seront obligatoirement à actualiser, là où c'est uniquement facultatif en French Gap, bien que ce soit souvent. Donc, pas de révolution de ce côté-là. Sur le sujet, maintenant, des paiements fondés sur des actions. Pour rester dans le thème du personnel, ici, on peut avoir tout de même un impact significatif dans votre compte de résultat, donc sujet à anticiper. De quoi parle-t-on? Il s'agit des plans de bons souscriptions d'actions, de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, donc les fameux BSPCE, ou d'attribution gratuite d'actions à vos salariés. En French Gap, souvent, ces plans n'ont pas d'impact dans le compte de résultat, alors qu'en IFRS, il faudra en évaluer la juste valeur à la date d'attribution et ensuite étaler en PNL cette juste valeur sur la date d'acquisition des droits par vos salariés. Donc là, il peut y avoir des impacts importants à anticiper. Par exemple, si vous émettez un plan de BSA à vos salariés et qu'ils devront, par exemple, rester 3 ans dans la société avant d'avoir le droit d'exercer ce BSA, donc une condition de présence de 3 ans, eh bien, la juste valeur initialement estimée de ce plan de BSA sera étalée en charge de personnel sur 3 ans. La contrepartie de cette charge, elle sera directement dans vos capitaux propres s'il s'agit de plans réglés en actions, par exemple des actions gratuites qui seront remises à vos salariés, ou elle sera comptabilisée en contrepartie d'un passif financier s'il peut y avoir une obligation de régler ces plans en trésorerie, selon la nature du plan et des clauses. Enfin, petit point d'attention, dans certains groupes, notamment sous LBO, il existe des entités ManCo dont le but est de procéder à des rachats d'actions au profit du management. Souvent, on a tendance à ne pas prendre en compte ces ManCo dans l'analyse parce qu'elles sont au-dessus du groupe, mais elles peuvent toutefois avoir un impact selon la norme IFRS 2 s'il y a des accords de rachat de ces actions potentiels au management. Donc, à surveiller. Un point sur les impôts et taxes. Quelques points de différence majeure. L'obligation de comptabiliser des impôts différés en IFRS. Les différences de timing de reconnaissance de la charge sur certaines taxes. Et également un petit focus sur la CVAE et le CIR. En French Gap, la CVAE est une charge opérationnelle, une taxe, là où en IFRS, vous avez le choix de la comptabiliser soit dans votre résultat opérationnel, soit de la considérer comme un impôt sur les résultats, puisque c'est un impôt littéralement sur le résultat lié à la valeur ajoutée au chiffre d'affaires. Concernant le CIR, c'est une créance, un crédit d'impôt en IFRS, donc en moins de l'IS, en French Gap en moins de l'IS, alors qu'en IFRS, c'est considéré comme un produit opérationnel que vous pouvez éventuellement, s'il finance des dépenses qui sont capitalisées, déduire de la valeur de l'immobilisation ainsi financée ou comptabilisée en produit constaté d'avance. Vous trouverez sur cette slide également quelques autres points courants de divergence sur lesquels nous ne reviendrons pas plus en détail aujourd'hui. Je laisse la parole à Aurélie sur les enjeux climatiques. Oui, ici, juste un rappel sur ce thème. C'est un des sujets du moment, les enjeux climatiques.
avec pas mal de discussions en cours, des nouveaux textes en IFRS sur, par exemple, les Power Purchase Agreement, là, les contrats d'achat d'électricité, des questions qui se posent sur tout ce qui est compensation carbone, et puis aussi toutes les actions menées par les sociétés pour réduire leur CO2, pour adapter leur business model. Donc, un point à suivre à ce niveau-là. Et puis ici, on a essayé de visualiser, de donner un exemple là, des impacts que l'on peut rencontrer le plus souvent sous deux axes, un axe ampleur des travaux, un axe impact financier. On retrouve au niveau le plus haut dans les deux axes tout ce qui est instruments financiers, tout ce qui est aussi plan de BSPCE, etc. On peut avoir aussi des sujets sur tout ce qui est location, revenus, contrôle. Après, en fait, d'une société à l'autre, c'est quand même extrêmement variable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, revenus, on a strictement zéro impact. Les locations, on a potentiellement juste quelques contrats, alors que vont avoir des dizaines, des centaines de contrats. C'est extrêmement variable d'une société à l'autre. Alors, Emeline, au niveau d'Arven, quels étaient pour toi voilà, les principaux impacts des IFRS sur les comptes du groupe? Alors, par rapport à votre présentation à tous les deux, je pense qu'on a coché à peu près 90% des cases des impacts IFRS que vous avez présentés. On les avait tous. Voilà. Donc, il y en a eu beaucoup. Effectivement, tu le soulignes, il y a vraiment cette distinction entre l'impact financier in fine dans les comptes et l'analyse qui doit être faite et qui doit être menée et qui peut représenter aussi de gros travaux sans pour autant, in fine, avoir de gros impacts. Nous, ça a été le cas, par exemple, sur le revenu. Et voilà, des gros travaux, mais peu d'impact. Alors, on a démarré par la définition du périmètre. Donc, effectivement, l'analyse de tous les pactes d'actionnaires qu'on pouvait avoir dans nos différentes sociétés avec nos différents partenaires, en découvrant là que nous avions une co-entreprise qui n'était donc pas une filiale du groupe à consolider au niveau PRS, par exemple. Et aujourd'hui, depuis notre IPO, on a créé une nouvelle société avec un partenaire et nous avons été extrêmement précautionneux sur la façon dont nous avons rédigé ce pacte d'actionnaire pour nous assurer de ne pas tomber dans un certain nombre d'écueils que nous avions laissé passer faute de visibilité sur les IFRS à ce moment-là, dans la création de nos précédentes filiales avec des partenaires actionnaires extérieurs. Il y a eu également des gros impacts sur les instruments financiers, les BSA Ratchet, dont j'ai découvert les impacts parce que nous devions les comptabiliser à leur juste valeur. Et puis, alors, ça a été le point ultime en termes d'impact financier, un put option qui était effectivement présent dans l'un de nos contrats, de nos pactes d'actionnaires, et qu'il a fallu comptabiliser dans nos comptes en 2022, alors même en plus que ce put tombait 3 mois plus tard en 2023 et que nous le savions. Donc un peu de frustration là-dedans. Mais voilà, c'est la vie des IFRS. Et pour le coup, avec un sacré impact sur nos capitaux propres dans nos comptes 2022. Après, bon, voilà, c'est des choses qu'on explique aussi. On apprend dans nos communications financières à les expliquer. Et la chance que nous avions, c'est qu'en 2023, ce put tombait, donc il disparaissait. Nous avons des obligations convertibles, alors qui faisaient partie de nos comptes pro forma et puis ensuite de notre clôture 2023, et le contrat d'affacturage, les contrats d'affacturage aussi avec une comptabilisation au bilan pour les créances cédées. Nous avions fait aussi l'analyse de la condition d'entreprise avec la comptabilisation d'un badwill pour la société que nous avions acquise en 2020. Puis c'était un pré-travail pour nos comptes 2023. Nous avons acquis un nouveau compte d'entreprise et nous avons réalisé à nouveau un PPA avec l'évaluation à la juste valeur à la fois des actifs, des passifs, des earn-out. Toute cette complexité-là
Mais bon, finalement, extrêmement intéressant parce que là encore, c'est là où on rentre dans la valorisation vraiment économique du bien acquis, qui est donc extrêmement différent de ce qu'on peut voir en French Gap. Euh, L'impact sur les immobilisations, avec notamment toutes les immobilisations que nous avons aujourd'hui dans nos comptes sur la partie R&D. Et donc, le retravail qui est fait par rapport à ce que l'on fait assez naturellement en French Gap et qui peut parfois être un peu dévié par rapport à nos IFRS, à la fiabilisation de la piste d'audit. Mais de façon générale, en fait, hein, sur tous ces sujets-là, de toute façon, le passage aux IFRS, l'IPO, etc., nous a obligés à fiabiliser la piste d'audit sur à peu près tous nos sujets et les autres retraitements. Donc, effectivement, le revenu qui finalement a eu peu d'impact dans nos comptes, mais a nécessité un gros travail d'analyse. Et puis, les émissions de plans, notamment d'AGA, dans nos comptes 2023, qui là aussi a eu un petit impact. Donc, on a quand même coché beaucoup de cases, un minimum de temps, mais qui nous avait permis de rentrer pleinement dans les IFRS et toute leur complexité dans cet exercice. C'est sûr que c'était une transition riche en sujets techniques, une des transitions les plus complexes que l'on a vécues avec Robin, très intéressante. Je pense qu'on ne s'en serait pas douté, ni vous ni nous, au démarrage, hein, parce qu'on voit une société qui est assez jeune, finalement, on se dit, bon, ils n'ont pas dû faire grand-chose. Et puis plus on creusait, plus... voilà. Mais c'est vrai que c'était un exemple très, très, très complet, avec beaucoup de sujets complexes. C'était votre cas. À l'inverse, on peut aussi avoir des sociétés où c'est beaucoup plus simple, avec peu de sujets, en fait, finalement. Et c'est vrai que l'on voit que c'est pas lié à la taille de la société, mais vraiment à des spécificités comptables liées aux opérations, en fait. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci Emeline pour ce témoignage. On arrive à la fin de cette conférence. J'ai vu qu'on avait eu tout à l'heure une question d'une personne qui demandait quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises lors de la première mise en œuvre des IFRS et comment KPMG accompagne-t-il ses clients dans cette transition. Alors, au niveau des défis, ce que je dirais, c'est que c'est encore une fois, c'est peut-être un peu bateau, mais quelque part de vraiment bien anticiper en amont les sujets techniques, ne pas essayer de se ruer sur la préparation des comptes, parce que c'est là où, quand on n'a pas bien tout quadrillé, identifier toutes les divergences en amont, on peut se faire rattraper par la patrouille en dernier moment. Quand on est sur des premiers états financiers IFRS, maintenant, la plupart des cabinets d'audit impliquent leur doctrine comptable. Donc, il y a une revue de la maquette des états financiers en bout de course. Et donc, c'est dommage que le service de doctrine se rende compte de problèmes en dernier moment, et ce qui peut amener à retarder, la publication d'états financiers IFRS. Donc, vraiment d'arriver à bien analyser en amont les sujets, et puis une très bonne gestion de projet, d'avoir quelqu'un de bien identifié et qui suit bien tout le projet tout au long. Pour répondre à la question de comment on accompagne les clients sur ce type de projet, ça va dépendre de est-ce qu'on est nous-mêmes commissaires aux comptes ou pas. Quand on est commissaire aux comptes, on est quand même très présent dès la phase de diagnostic, comme l'a dit Emeline, pour justement bien vérifier qu'on a bien tout identifié comme divergence, que les analyses comptables sont bien approfondies, et voilà. Et puis aussi aider à réfléchir dans les réflexions pour essayer d'éviter, bien sûr, des impacts négatifs. Et puis ensuite, par la suite, bien évidemment, quand on est commissaire aux comptes, on ne peut pas calculer les retraitements, mais on reste là finalement en accompagnement méthodologique sur la façon de lancer des valos. On peut être là en revue critique, en avis et recommandations, y compris sur la préparation de la maquette, puisque nous, on a
pas mal de templates, d'exemples et qui peuvent permettre d'améliorer le projet du management. Si je peux peut-être ajouter quelque chose dans ce rôle-là en tant qu'auditeur, nous, encore une fois, la vraie valeur ajoutée, enfin moi, la valeur ajoutée que j'y ai vue, c'est la connaissance très fine que KPMG avait du dossier Arverne et de l'équipe qui nous accompagne à Pau, et qui nous a permis d'éviter un certain nombre d'angles morts, parce que quand c'est la première fois qu'on doit produire des états financiers IFRS, le prisme étant quand même extrêmement différent par rapport à la comptabilité française, on a des angles morts. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et, voilà. Et donc, d'avoir quelqu'un qui connaît la société depuis le début et qui va nous dire attention, là, je sais qu'il y a ça, avec un impact IFRS, pour nous, ça a été une grande valeur dès le diagnostic. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, à chaque fois, là, quand il s'agit de clients audit notamment, on fait des équipes mixtes finalement avec les clients les équipes d'audit et les équipes d'experts IFRS et même en Value. Et puis bien évidemment, pour les clients non audit, on peut être amené à tout faire de A à Z, la phase de diagnostic, de chiffrage des retraitements et de préparation de la maquette, avec bien évidemment le management qui doit être impliqué tout de long, avec aussi un processus de transmission de savoir, et parce que c'est bien évidemment le management qui prend la responsabilité avant tout des états financiers. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on en a terminé. Eh bien, en tout cas, merci à tous pour votre présence. J'espère que cette conférence, ce webinaire vous aura intéressé. Et si vous avez des questions, si vous voulez échanger, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.